Bonjour, bienvenue sur cette vidéo de cours consacrée aux tumeurs intracérébrales. Un dossier au concours sur les tumeurs intracérébrales, il parlera forcément des complications neurologiques que sont l'hypertension intracrânienne ou les crises d'épilepsie. Donc c'est pour ça que dans cette vidéo de cours, on va, tout en révisant la trame et les points précis du chapitre sur les tumeurs intracérébrales, y insérer via des QCM les points des complications neurologiques de ces tumeurs. Le plan de cours que je vais suivre sera le suivant. Après une première partie consacrée aux généralités, on va voir les tumeurs primitives de l'adulte, puis les tumeurs primitives de l'enfant, et puis enfin on s'intéressera aux cas un peu spécifiques, un peu particuliers, que sont les tumeurs cérébrales secondaires. C'est parti. Donc les généralités, la première chose à savoir sur les tumeurs intracérébrales, c'est que c'est vraiment un groupe très hétérogène de maladies, et que pour aborder ce chapitre, il faut vraiment séparer chacune des sous-situations, sinon on s'en mêle. Il y a à la fois donc, les tumeurs primitives versus les tumeurs secondaires, il y a les tumeurs de l'adulte versus les tumeurs de l'enfant, il y a les tumeurs, donc au sein des tumeurs primitives, il y a les tumeurs gliales, il y a les tumeurs autres que les tumeurs gliales, il y a les tumeurs malignes, des tumeurs bénignes, et donc chaque sous-type a ses caractéristiques, et il faut apprendre et retenir les spécificités de chacun des sous-types et pas essayer de se faire une idée globale. Finalement, ce qui est global dans les tumeurs cérébrales, c'est les complications, et ça aussi on va le voir. Donc les tumeurs cérébrales primitives, c'est 6000 cas par an, et c'est responsable de 4000 décès par an. Le sous-type, enfin la classe de tumeurs les plus fréquentes, ce sont les bénignes, notamment les méningiomes, mais évidemment ce n'est pas celles qui tuent. Mais les tumeurs bénignes sont plus fréquentes que les tumeurs malignes. Et ça a comme caractéristique, et c'est assez particulier en oncologie, ce sont des tumeurs qui font extrêmement rarement des lésions secondaires extracérébrales. Et donc, dans un bilan de glioblastome, on ne fait pas de scanner thoraco-abdominopelvien d'extension. Et ça, c'est une particularité, c'est quasiment le seul chapitre où on ne fait pas de bilan d'extension, autre que le bilan cérébral. Donc ça, c'est pour les tumeurs primitives. Les tumeurs secondaires, c'est donc les métastases cérébrales. En fait, c'est le type de lésion cérébrale le plus fréquent. C'est un sous-type qui a un pronostic souvent très péjoratif, et ça vient du fait que c'est le témoin d'un cancer avancé. Les cancers font généralement des métastases viscérales autres que des métastases directement cérébrales. Peut-être le cancer du poumon peut faire d'emblée des métastases cérébrales. Mais voilà. Donc c'est à la fois de mauvais pronostics parce que ça témoigne d'un cancer avancé, et puis de nouveau à cause des complications neurologiques. Les tumeurs de l'enfant, c'est vraiment un cadre où la tumeur cérébrale, elle a une place particulière parce qu'elle est particulièrement fréquente. La tumeur cérébrale de l'enfant, ça ne représente pas un gros pourcentage des tumeurs cérébrales, mais au sein des tumeurs de l'enfant, la tumeur cérébrale représente un gros pourcentage. Là est la subtilité. Et donc, je vous ai remis, ça c'est quelque chose qu'il y a à connaître dans le chapitre tumeur pédiatrique, mais la tumeur cérébrale, c'est le cancer solide le plus fréquent de l'enfant. Le cancer d'une manière générale le plus fréquent, ce sont les hémopathies avec leucémie et lymphome, mais la tumeur solide la plus fréquente, c'est la tumeur intracérébrale. On reverra toute une partie dédiée aux tumeurs de l'enfant. Là, on va se concentrer d'abord dans les tumeurs primitives de l'adulte. Le reste, on le voit après. Primitives de l'adulte. Et donc, on commence par un QCM. Alors, pareil, je sais qu'il y a des étudiants qui ne répondent pas au QCM au fur et à mesure des vidéos, donc je ne vais pas laisser de temps particulier pour répondre. Ceux qui veulent répondre au QCM pendant la vidéo, vous mettez pause, et puis comme ça, vous avez le temps de répondre tranquillement avant que je donne la réponse. Donc là, on a un patient de 43 ans qui consulte aux urgences pour des céphalées qui durent depuis 2 semaines, qui sont d'aggravation progressive, et puis il fait une crise tonico-clonique dans le box des urgences. Quelle est la prise en charge de cette crise tonico-clonique en première intention, l'attitude en urgence? Est-ce qu'on appelle le réanimateur pour intuber le patient? Est-ce qu'on met du clonazepam? Est-ce qu'on met le patient en PLS? Est-ce qu'on tient la langue du patient pour pas qu'il s'étouffe avec? Ou est-ce qu'on met du diazépam intrarectal? La réponse à cette question, c'est la mise en position latérale de sécurité. Donc on n'appelle pas le réanimateur d'emblée pour faire une intubation. Si c'est une crise qui est résolutive, on ne va pas tout de suite aller intuber le patient. La première chose, c'est évidemment de sécuriser le patient pour pas qu'il se fasse mal pendant la crise. Et c'est la même chose que le patient soit à l'hôpital, que le patient soit dans la rue.
Donc il faut le mettre en PLS, et il faut mettre quelque chose sous sa tête éventuellement pour pas qu'il ne se fasse mal. La PLS, ça protège les voies aériennes s'il y a des vomissements, et puis ça protège effectivement de la bascule de la langue. Et donc il n'y a pas besoin de tenir la langue du patient pour pas qu'il s'étouffe. Ça, c'est ce qu'on voit dans les séries ou sur les terrains de foot. C'est une attitude qui ne sert à rien si ce n'est à se faire mordre les doigts par le patient qui convulse. Le diazépam intrarectal, c'est plutôt quelque chose de pédiatrique. Et de toute façon, on ne va pas mettre un traitement d'emblée de cette crise. Et puis le clonazépam, pareil, ça survient après. On va le voir si la crise se prolonge. Donc première chose, protéger le patient. La crise ne cède pas au bout de 5 minutes. Qu'est-ce qu'on fait? Ben là, on est dans la définition d'un état de mal épileptique qui s'installe. Donc soit je poursuis la surveillance, je poursuis uniquement la surveillance du patient en PLS, soit je pose un abord veineux, je mets du clonazépam, je mets du Keppra ou je mets de la phosphénitoïne. Eh bien, je lui pose une voie et puis je mets du clonazépam. Le Keppra, on va le voir, c'est plutôt un traitement de prévention de la récidive des crises chez un patient qui a crisé. Donc c'est pas un médicament d'urgence. La phosphénitoïne, on va le voir, c'est l'état de mal qui se prolonge. Pareil, pas de première intention. Et là, ça fait plus de 5 minutes, donc il faut intervenir. Donc je vous ai tiré le tableau de la société de réanimation en langue française. C'est un tableau qui est très impressionnant de premier abord. Je vous l'ai mis surtout pour vous l'ayez dans vos documents. Et en fait, il explique vraiment toutes les situations. Donc on était face à des convulsions qui ont duré donc plus de 5 minutes, ou de crise sans reprise de conscience. Eh bien, la première chose à faire, c'est de mettre en place du clonazépam ou du midazolam. Et c'est ensuite, si la crise dure depuis plus de 5 minutes, que l'on peut discuter de la suite. Donc première chose, c'est une crise simple, pas de traitement. La crise prolonge plus de 5 minutes ou récidive sans espace libre, clonazépam. Ce n'est pas suffisant, je discute de remettre je remets le clonazépam dans tous les cas, et je discute d'ajouter ou non un antiépileptique de seconde génération. C'est là où la phosphénitoïne ou le phénobarbital entrent en jeu. Et puis si la crise dure encore, je peux rechallenger ces seconds antiépileptiques, et puis sinon, eh bien, je fais un coma thérapeutique, c'est là où on met vraiment de l'hypnovel ou du propofol. Ça, c'est l'instant de la crise, c'est les étapes, il ne faut pas les griller, donc c'est progressif et il ne faut pas intuber tout de suite, il ne faut pas mettre la phosphénitoïne tout de suite. La phosphénitoïne, elle survient après échec d'une ou deux doses de clonazépam, en fonction de la durée totale des convulsions. Donc, la crise finit par céder. Quel examen diagnostique réalisez-vous en première intention? Donc, évidemment, je ne vais pas faire de... Pardon. Oui, tout à fait. Bon, je vous laisse réfléchir, mais mettez pause si vous voulez répondre à la question. Et donc, la réponse à ça, c'est le scanner cérébral. Je ne vais évidemment pas faire de ponction lombaire. Je vous rappelle que c'est une contre-indication à la ponction lombaire, la crise d'épilepsie. IRM cérébral, ce n'est pas un examen de première intention aux urgences pour explorer une épilepsie. L'EEG, on va y revenir. Pas d'examen complémentaire en urgence. Ça se discute, mais là, on a un patient qui a un tableau de céphalée qui s'installe depuis 2 semaines et qui a une première convulsion chez un patient jeune. C'est quand même une indication à faire une imagerie cérébrale par scanner. L'EEG, alors est-ce que je vous ai remis l'EEG? Je vais revenir juste sur la diapo précédente pour que vous le revoyez. L'EEG, il est marqué en bas, dès que possible, si doute diagnostique. Et donc, il n'a pas de prise en charge spécifiquement une fois que la crise a cédé. Il n'y a pas de doute diagnostic, le patient a convulsé, c'est résolutif après antiépileptique, j'ai pas besoin de mettre un anti-EEG, de faire un EEG en urgence, là, dans ce cadre-là. Donc les circonstances de découverte de tumeur intracérébrale, eh bien, ça peut être l'épilepsie. Et donc, quand je suis face à une épilepsie, je traite la crise qui se prolonge, et deuxièmement, je fais une prévention de la récidive. La prévention de la récidive, c'est là où interviennent la dépakine ou le Keppra, sachant que c'est des médicaments qui ont un peu de délai d'action, et donc je couvre ce délai d'action par une benzodiazépine de longue durée d'action qui est l'urbanine. Ça, c'est ce qu'on voit en pratique. On met le Keppra qu'on va augmenter progressivement, on met l'urbanine qu'on va diminuer progressivement, et à partir de ça, à la fin, le patient n'aura plus que le Keppra ou la dépakine, et il sera équilibré avec ça. Donc, le piège des traitements antiépileptiques, c'est quoi?
c'est de griller les étapes de la prise en charge, de mettre le Keppra d'emblée alors que c'est un traitement de la prévention de la récidive, voilà, des petites choses comme ça. C'est également de mettre un traitement anti-épileptique chez tout patient qui a une lésion intracérébrale. C'est pas une recommandation. Un patient qui n'a pas crisé, on ne lui met pas de traitement anti-épileptique d'emblée. Et il faut penser, quand je mets, devant une épilepsie, il faut penser à la conduite automobile. Attention, un patient qui a crisé est contre-indiqué à la conduite automobile, il faut lui dire. Et il y a tout un tas de procédures à faire s'il veut un jour pouvoir reprendre la conduite automobile. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas oublier dans un dossier d'épilepsie. Troisième chose, et je ne l'ai pas précisé, j'aurais dû, la dépakine. Pensez à tous les scandales qu'il y a eu actuellement sur la dépakine. Et donc c'est le valproate de sodium. Attention à la dépakine chez une femme jeune. Prudence, prudence, vaut mieux pas la mettre. Ou alors c'est sous couvert d'une contraception efficace et dont on est sûr qu'elle est efficace. Et donc ça, je vous remets le tableau, je me pousse, hop, je vous remets le tableau. C'était juste pour vous dire, là, on a vu sur la partie centrale, c'est le traitement de la crise. Et ensuite, sur la partie droite, eh bien, c'est le traitement préventif. Une fois que c'est passé, eh bien, on fait une couverture par benzodiazépine. C'est ce que j'ai entouré en vert, c'est l'urbanil. Et puis, on met donc un traitement préventif des crises. Voilà, c'est ce regroupement de médicaments qui fait que les choses se passent bien. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, deuxième symptôme qui peut faire révéler une tumeur intracérébrale, c'est l'hypertension intracrânienne. L'hypertension intracrânienne, c'est pas quelque chose qui est extrêmement compliqué. En fait, le plus difficile, à mon sens, c'est penser au diagnostic et connaître le panel assez large de symptômes. Le tableau clinique le plus simple et le plus fréquent, c'est la céphalée, qui est plutôt matinale, qui est associée à des vomissements ou à des nausées, des vomissements, les vomissements qui sont rangés, qui soulagent la céphalée. Voilà, ça c'est le tableau typique d'HTIC. Il faut savoir le point spécifique et sur lequel il y a toujours des questions, c'est la diplopie par atteinte du 6, qui est une atteinte donc, qui est dite non localisatrice, c'est-à-dire que c'est une atteinte purement de l'HTIC, et ce n'est pas la tumeur qui va comprimer le noyau du 6 ou le nerf sur son trajet. Il y a l'œdème papillaire au fond d'œil, et donc du coup c'est un examen en théorie qui est à réaliser chez un patient chez qui on découvre une lésion cérébrale. En pratique, c'est assez difficile de la voir. Et puis on peut avoir des troubles de la vigilance, du comportement, voilà. L'hypertension intracrânienne, c'est une urgence diagnostique et thérapeutique, parce que le risque, c'est l'engagement cérébral. C'est ce risque qui fait qu'on ne réalise pas de ponction lombaire s'il y a une suspicion de lésion intracérébrale. C'est pour ça que quand un patient crise ou quand un patient a un tableau neurologique, on fait une imagerie cérébrale avant de faire la ponction lombaire. Il y a des petites choses simples à faire pour limiter l'hypertension intracrânienne, c'est de mettre le patient en position demi-assise, la tête droite, et de commencer un traitement anti-œdémateux. C'est avant tout les corticoïdes, le traitement anti-œdémateux, et ça améliore les patients très franchement. Les corticoïdes, et puis on peut de temps en temps mettre du mannitol, mais la première chose à faire, c'est vraiment le traitement corticoïde. Et puis le cerveau est en souffrance, il faut donc prévenir toutes les agressions du parenchyme intracérébral, et donc il faut faire ce qu'on appelle les axos. Donc il faut lutter contre l'hyperthermie, contre l'hypotension, contre la dysnatrémie, contre les dysglycémies, l'hypoxie, l'hypercapnie. Et donc ça, quand vous avez un tableau d'hypertension intracrânienne, ça vous paraît évident là quand je vous le dis, mais attention parce que ça peut être en fait totalement caché. On peut vous dire quels examens réalisez-vous. On fait le scanner cérébral qui retrouve une lésion intracérébrale. Quels examens réalisez-vous? Si elle est glycémie, bah c'est justement la glycémie des axos. Donc ça, il ne faut pas que vous l'oubliez. Et donc ça doit être un réflexe. J'ai un patient en hypertension intracrânienne en tableau neurologique, je l'équilibre sur tous les plans. Traitement étiologique, alors si jamais l'hypertension intracrânienne, on n'arrive pas à la régler avec des médicaments ou elle est très sévère, on peut aller discuter de faire des traitements, soit une chirurgie en urgence, une chirurgie décompressive de la lésion cérébrale diagnostiquée, soit de faire des dérivations, notamment ventriculo-péritonéales ou autres. Ou ventriculaire externe, exact. Le troisième symptôme clinique qui peut faire révéler une lésion intracrânienne, c'est le déficit neurologique, qui va dépendre de la localisation de la lésion cérébrale. Ça, c'est un très beau tableau de neurologie. Hein. On est face à un déficit qui s'installe progressivement.
eh bien, il faut penser à la lésion intracérébrale, et la localisation de la lésion intracérébrale, on peut la faire déjà sur la symptomatologie neurologique. Donc ça peut être des jolis dossiers, et le traitement de ça, c'est les corticoïdes à forte dose. Forte dose, c'est au-delà d'1 mg/kg, et effectivement, en pratique, vous allez le voir, et vous l'avez sans doute déjà vu en stage, c'est vraiment... ça agit très vite, et puis quand on commence à baisser les doses, les déficits peuvent réapparaître. Donc c'est vraiment très corticosensible et corticodépendant. Après, c'est traitement éthologique. Et puis si malheureusement la chirurgie n'a pas permis de récupérer, eh bien ce sera une rééducation. Donc là, on est toujours chez notre patient, on fait ce scanner cérébral qui retrouve cette lésion. Et quelle est la prise en charge? Corticoïdes à forte dose, introduction d'un traitement antiépileptique, réalisation d'une IRM cérébrale, avis neurochirurgical et surveillance des glycémies. Voilà, ça rassemble un peu tout ce qu'on a dit. Et il faut tout faire. Corticoïdes à forte dose, donc on est chez un patient qui avait des céphalées, qui traînait, et qui a donc un peu d'œdème. C'est pas franc sur l'imagerie, mais bon, les corticoïdes. Il a fait un tableau, il a crisé, donc on est dans la phase où il faudra lui mettre du Keppra et de l'Urbanil, c'est ce qu'on a vu précédemment. On est sur la découverte d'une lésion suspecte, et donc il faudra faire une imagerie cérébrale plus précise. Il faut prendre de principe un avis neurochirurgical, et puis surveiller les glycémies, c'est les Axos, c'est ce que je viens de vous expliquer. Les examens complémentaires des lésions intracérébrales. Là, c'est une subtilité, mais c'est globalement pour tous les cancers d'une manière générale. Il faut bien distinguer l'examen qu'on fait pour explorer un symptôme de l'examen de référence. Là, l'examen pour explorer une HTIC ou pour explorer une épilepsie, c'est le scanner. Mais l'examen de référence d'une tumeur intracérébrale, c'est l'IRM. Et donc, faites bien attention à la question, quel est l'examen à réaliser en première intention? C'est le scanner. Quel est l'examen de référence? L'IRM. Ça, c'est vraiment un piège bête, mais auquel on peut tomber. Il faut faire surtout un T1 injecté avec du gadolinium et un flair. Voilà. L'EEG, c'est s'il y a des crises d'épilepsie ou s'il y a un doute diagnostique sur la crise d'épilepsie, mais ce n'est pas un examen en urgence comme on l'a vu précédemment. Le fond d'œil, si l'HTIC, je l'ai précisé. Le bilan pré-thérapeutique, donc c'est un bilan notamment préopératoire. Donc si on vous parle de d'hémostase chez un patient un peu limite, etc., faut savoir que vous pensez qu'il va être opéré, donc du coup il faut faire le bilan d'hémostase. Et comme je l'ai dit, dans les tumeurs intracérébrales qui sont d'allure primitive, eh bien il n'y a pas de bilan d'extension à faire en première intention. Le bilan il va être fait si jamais on s'oriente plutôt vers une lésion secondaire, on le reverra plus tard à la recherche d'un primitif. La confirmation diagnostique, elle va se faire sur des critères d'imagerie, elle va se faire surtout sur des critères d'histologie. Donc c'est une biopsie qu'on peut faire soit stéréotaxique, c'est-à-dire guidée par imagerie ou par neuronavigation. Et donc c'est les neurochires qui font ça. Et l'IRM, c'est ce que je vous ai précisé juste avant. Donc là on fait la biopsie et on retrouve un oligodendrogliome anaplasique. Qu'est-ce que vous savez sur cette tumeur? Est-ce que c'est une tumeur gliale, dans la catégorie de tumeurs gliales? Est-ce que c'est une tumeur de grade 2? Est-ce que c'est une tumeur habituellement pédiatrique? Est-ce que la méthylation du promoteur de MGMT permet de la différencier d'un glioblastome? Ou est-ce que c'est de même grade que l'astrocytome pilocytique? Là, j'ai fait vraiment une question qui brasse l'histologie dans sa globalité. Mais l'histologie, comme on a vu, les tumeurs intracérébrales, c'est regroupement plein de sous-classes, et donc le point clé, c'est l'histologie. Donc, les réponses à cette question, il n'y a que la A qui est vraie. Donc là, on est dans un oligodendrogliome anaplasique. On va le voir dans les sous-types des tumeurs gliales. Et le mot-clé de ça, c'est pas tant oligodendrogliome, c'est anaplasique. Une tumeur anaplasique, que ce soit un astrocytome anaplasique ou un oligodendrogliome anaplasique, c'est une tumeur de grade 3. On va le revoir. Et donc c'est de même grade qu'un astrocytome anaplasique, pas qu'un astrocytome pilocytique. L'astrocytome pilocytique, c'est de grade 1. C'est une tumeur habituellement pédiatrique? Non, les tumeurs pédiatriques, c'est plutôt les tumeurs de bas grade, grade 1 ou grade 2. Et puis la méthylation du promoteur des MGMT, je vous le reprécise, mais il ne faut pas que ça vous fasse peur, je vais vous donner les points qui sont à connaître sur ce point précis-là. Donc voilà, c'est de nouveau la classification de façon un peu plus précise. Donc à gauche, vous avez les catégories de traitement. Pas du tout, les catégories de tumeurs intracérébrales. Donc il y a les tumeurs méningées, c'est les méningiomes, facile.
Il y a la grande catégorie des gliomes, ça c'est celle qui est à connaître sur le bout des doigts. Et puis après, il y a les hémopathies, parce qu'on peut avoir des lymphomes cérébraux, on y reviendra. Et puis après, il y a d'autres sous-types plus rares, les épendyliomes, les méduloblastomes. Mais ça déjà, il faut bien que vous identifiez quelles tumeurs sont gliales, parce que les questions de grade, les questions de prise en charge, elles concernent surtout les tumeurs gliales. Donc si on se concentre vraiment sur la tumeur gliale, eh bien en fait, ce qui est important, c'est le grade. Oligodendrogliome, astrocytome, c'est un type histologique qui a un intérêt pour les spécialistes, mais ce qui est vraiment le plus important, c'est le grade de la tumeur. Et comment on s'oriente? Eh bien, finalement, ça paraît compliqué, mais c'est assez simple. Dans les tumeurs gliales, vous avez le grade 1. Le grade 1, il n'y a qu'une seule tumeur, c'est l'astrocytome pilocytique, c'est une tumeur de l'enfant. C'est la seule tumeur de grade 1, donc ça, il faut que vous le connaissiez, ce nom-là. Les tumeurs de grade 4, il n'y en a qu'une seule, c'est le glioblastome. Donc, vous avez astrocytome pilocytique, glioblastome. Et puis, au milieu de ça, eh bien, vous avez les grades 2, les grades 3. Et là, peu importe le nom, vous avez des astrocytomes, des oligodendrogliomes, des oligoastrocytomes, peu importe. Mais il y a les grades 2 qui n'ont pas de nom surajouté, et puis il y a les grades 3 qui sont anaplasiques. Donc finalement, vous avez grade 1, astrocytome pilocytique, grade 2, juste le nom, grade 3, anaplasique, grade 4, glioblastome. C'est pas si compliqué que ça. Mais vous avez vu, ça peut amener à des questions comme je vous ai faites au-dessus qui n'ont pas l'air simples. Là, c'est la diapo peut-être la plus difficile, elle est en bordure du programme, mais elle apparaît dans votre collège de cancérologie, donc je préfère vous la préciser. Il y a une classification des gliomes qui est sortie en 2016. Et donc en fait, on différencie oligoastrocytome, d'astrocytome, d'oligodendrogliome par deux analyses en immunohistochimie. C'est soit la codélétion 1P19Q et la mutation IDH1, IDH2. Ce qu'il faut retenir, juste que vous ayez vu le nom une fois, c'est qu'elles sont pronostiques et qu'elles permettent de différencier les sous-types de gliomes, de grade 2 et de grade 3. L'autre point avec lequel il ne faut pas confondre, c'est la méthylation du promoteur de la MGMT. Ça, c'est un facteur prédictif de réponse au temozolomide, qui est la chimiothérapie des tumeurs intracérébrales gliales. On va le revoir après. Donc, ça paraît compliqué, juste que vous ayez ces notions-là. Bien séparer IDH et l'IMP19Q qui sont dans la classification qui permet de différencier les gliomes et de leur donner un pronostic, de le promoteur de MGMT qui est prédictif de la réponse à la chimiothérapie des tumeurs intracérébrales. Vous en aurez entendu parler comme ça. Donc on reprend le dossier de votre patient. Il est d'origine antillaise. Quand il avait 8 ans, il était pris en charge pour un astrocytome pilocytique. Il est fumeur à 20 paquets années, il est commercial, passe beaucoup de temps au téléphone. Et quels sont les facteurs de risque? 2 tumeurs intracérébrales clairement établies chez ce patient. Eh bien, il n'y en a qu'une. Ah, je suis désolé, la diapo est un peu coupée. Mais en gros, il n'y en a qu'une qui est vraie, c'est l'antécédent d'irradiation cérébrale. Donc l'origine antillaise, c'est pas un facteur de risque, le tabac non plus. L'utilisation prolongée de téléphone mobile, il y a une suspicion, il y a beaucoup de choses dans les médias grand public. Actuellement, il n'y a aucun lien formel qui a été fait, donc on ne peut pas considérer que c'est un facteur de risque. Et puis le sexe masculin non plus. Donc quels sont les facteurs de risque de tumeurs intracérébrales, surtout gliales? En fait, il n'y en a pas beaucoup. Le premier, c'est l'irradiation cérébrale, et ça c'est la chose la plus importante. C'est un patient qui a été traité dans la petite enfance pour une autre tumeur. Ça c'est un dossier, un neurologue, un onconeurologue, et ben, il peut faire un super dossier de tumeur cérébrale de l'enfant, c'est ce qu'on va voir après. Il l'irradie, il l'opère, il l'irradie, il le guérit, et puis après, hop, quelques temps après, nouveau tableau avec cette fois-ci une tumeur cérébrale de l'adulte, et ça fait un très beau dossier, très beau cheminement, donc voilà, pensez à ça. Il y a quelques tableaux génétiques, c'est surtout des maladies que vous voyez en pédiatrie, la neurofibromatose qui fait des gliomes des voies optiques, le liphromynie, c'est une mutation de P53. P53, c'est le gardien du cycle cellulaire, et donc en fait ça prédispose à beaucoup de cancers, et surtout des cancers radio-induits notamment. Et puis la sclérose tubereuse de Bourneville, qui est un petit peu à connaître, ça fait des angiomyolipomes rénaux, et ça fait aussi parfois des tumeurs intracérébrales. Le deuxième gros facteur de risque, c'est l'immunodépression, surtout le lymphome cérébral chez le patient atteint de VIH ou chez le patient immunodéprimé.
Et puis il y a quelques autres choses qui sont évoquées, mais les deux principaux, c'est l'irradiation dans l'enfance et puis donc l'immunodépression. Quelle prise en charge? Donc on est, je vous rappelle, chez un patient qui a une tumeur de grade 2 ou 3, non j'ai un doute, c'est un grade 3, et puis qui a eu un tableau d'épilepsie, un petit peu d'hypertension intracrânienne. Donc est-ce que je transfère dans un centre de référence? Est-ce que je fais de la radiochimio exclusive? Est-ce que je l'opère? Je fais de la chirurgie de la radiothérapie post-opératoire ou je fais de la chimiothérapie à base de sel de platine? Eh bien, je le transfère dans un centre de référence, et ça doit être un réflexe, ça fait partie des tumeurs où le fait de ne pas être traité dans un centre de référence peut faire des catastrophes, et je fais de la chirurgie avec la radiothérapie post-opératoire, on va y revenir. Les tumeurs dans lesquelles il faut transférer absolument dans un centre de référence, c'est les tumeurs osseuses, notamment les sarcomes osseux, etc. Et bientôt, mais vous pouvez... Je ne sais pas s'il faut le retenir maintenant, mais les cancers de l'ovaire, une chirurgie de cancer de l'ovaire doit se faire dans un centre de référence. Voilà, c'est les deux qui me viennent en tête là. Et puis donc les tumeurs intracérébrales, il ne faut pas que ce soit opéré dans l'hôpital de périph' chez un mec qui n'en opère jamais. Parce que la qualité de l'exérèse, ça va être le principal facteur pronostic de ces tumeurs. Donc la prise en charge, il y a la prise en charge des complications qu'on a vues, voilà, sans oublier la rééducation. Et puis il y a la prise en charge spécifique. La prise en charge spécifique, c'est avant tout la chirurgie, et il faut une exérèse qui soit la plus complète possible. Et l'exception à ça, c'est le lymphome cérébral qu'on n'opère pas. Toutes les autres tumeurs primitives cérébrales, évidemment, c'est une balance bénéfice-risque en fonction de ce que vous allez réussir à opérer, mais il faut discuter la chirurgie, même si elle, voilà, en essayant qu'elle soit le plus complète possible, d'où le centre de référence. Et puis ensuite, on peut faire de la radiothérapie. Donc soit le patient a été opéré, on fait de la radiothérapie adjuvante, soit parce qu'il y a un reliquat tumoral notamment, soit le patient n'a pas été opéré. Et dans ce cas, on peut faire de la radiochimiothérapie seule, mais l'idéal, c'est de pouvoir faire de la radiothérapie adjuvante et d'opérer le patient avant tout. Il y a une notion qu'on va revoir, donc on peut soit irradier de façon stéréotaxique, c'est-à-dire aller cibler très spécifiquement la tumeur, ça c'est l'idéal. L'encéphale en totalité, c'est plutôt quelque chose dans les lésions secondaires cérébrales. Et puis il y a la radiochirurgie. Je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est parce que vous allez peut-être le voir en question et ça va vous troubler. C'est de la radio, parce que c'est de la radiothérapie stéréotaxique en une seule dose, très très dosée sur la tumeur. Et c'est côté chirurgie parce qu'on fixe un cadre, on plante vraiment un cadre, hein, on le fixe à l'os du patient, l'os du crâne du patient, pour qu'il ne bouge absolument pas, ce qui va permettre de faire cette radiothérapie à extrêmement haute dose, très ciblée sur la tumeur. Ça, c'est le neurochir qui pose le cadre. C'est ça la radiochirurgie. Vous voyez, le patient, il a devant lui un cadre qui est fixé en fait sur son os crânien, et on a tout autour des rayons qui vont cibler la tumeur de façon extrêmement précise, et notamment parce que le patient ne peut faire absolument aucun mouvement. Alors que c'est ce qu'on appelle la radiochirurgie. La radiothérapie stéréotaxique pure, le patient il a un masque, juste un masque posé sur son visage, qui lui empêche de faire des mouvements, mais c'est moins précis, c'est plusieurs séances, et puis c'est la machine qui tourne autour de lui et qui va tirer dans différentes directions. Alors que là, d'emblée, on peut faire un seul traitement, dans la radiochirurgie, un seul traitement sur la tumeur. Bon, je ne sais pas si ça peut tomber, mais vous en avez entendu parler. Et puis, troisième arme, c'est le temozolomide, le Temodal, qui est une chimiothérapie qui se prend généralement per os et qui se prend à heure fixe à jeun, et dont le facteur prédictif, vous l'avez compris maintenant, c'est la méthylation du promoteur d'MGMT. La principale toxicité, ça fait des toxicités hématologiques, notamment sur les plaquettes. Ça, c'est les grandes lignes des armes thérapeutiques des tumeurs intracérébrales primitives. On a déjà vu, donc, il y a la chirurgie qu'on ne fait jamais dans le lymphome, il y a la radiothérapie qu'on discute, mais qu'on essaie de faire assez souvent, et puis il y a le Temodal, qui est surtout la chimiothérapie qu'on met dans les tumeurs de haut grade, notamment dans le glioblastome. Si on reprend un petit peu par sous-type, la tumeur gliale de bas grade, c'est une tumeur donc, qui est surtout une tumeur pédiatrique. Bas grade, c'est l'astrocytome pilocytique, qui, je vous rappelle, est la seule tumeur de grade 1, et puis c'est parfois les grades 2. Cette fois-ci, c'est plutôt chez l'adulte jeune. C'est des tumeurs qui sont bien différenciées et qui répondent bien au traitement si la chirurgie est complète. Leur principal risque, c'est une récidive ou une transformation en grade 3, grade 4, c'est-à-dire jusqu'au glioblastome. L'IRM, en gros, on a des images qui sont plutôt en hyposignal.
et qui prennent pas le contraste, ou alors qui prennent vraiment le contraste de façon périphérique, et puis qui n'ont pas beaucoup d'œdème. Donc ça, c'est une image de tumeur de bas grade. Vous voyez, il y a la prise de contraste en œdème, il n'y a pas beaucoup périphérique, et il n'y a pas beaucoup d'œdème. Et c'est une tumeur qui n'est pas du tout hétérogène. Vous allez voir qu'on va voir les tumeurs de haut grade, c'est très hétérogène, c'est très moche dedans. Là, c'est très lisse. Le traitement de ces tumeurs-là, de bas grade, c'est l'exercice chirurgical. Et parfois, on discute la radiothérapie et la chimiothérapie, donc par T-modal, mais c'est vraiment les tumeurs qui ont des facteurs de risque plutôt péjoratifs, qui ne sont pas à connaître. Avant tout, c'est la chirurgie. Les tumeurs de gliales de haut grade, il y a 2 pics d'âge. Il y a à la fois l'adulte qui un peu plus de 30 ans, et puis il y a le sujet plus âgé. C'est des tumeurs qui sont peu différenciées, donc très agressives, et donc sur l'imagerie, qui vont être plutôt cette fois-ci en hyper T2, et qui auront une prise de contraste intense et hétérogène. Ces tumeurs qui vont avoir beaucoup d'œdème, donc qui vont être très symptomatiques, et qui vont faire des effets de masse beaucoup plus importants, et avec des composantes nécrotiques. Et là, quand on voit l'imagerie, on a toute une plage en hyposignal tout autour de la tumeur, et c'est très hétérogène, on le voit, avec une déviation de la ligne médiane. Donc le traitement spécifique des tumeurs gliales de haut grade, eh bien, il faut faire une chirurgie d'exérèse la plus complète possible, et en fait on fait tout là. Une tumeur qui est en haut grade, on balance tout ce qu'on a. On ne discute pas la toxicité tardive, parce que c'est des tumeurs qui ont, vous le voyez en bas, une médiane de survie, le glioblastome, qui a dépassé l'année, mais c'est pas beaucoup plus que ça. Et donc il faut vraiment se donner le maximum de traitement. Le protocole, il s'appelle le protocole Stupp. C'est une chirurgie initialement la plus complète possible, et puis une radiothérapie avec chimiothérapie par T-modal concomitante. Parfois on utilise de l'Avastin, mais voilà, son intérêt est discuté, mais voilà, vous pouvez le voir, on peut l'utiliser parfois. Donc soit c'est de bas grade, j'essaie surtout d'opérer et je discute de faire un traitement complémentaire, soit c'est de haut grade, je balance tout. Et la principale chose, c'est le diagnostic sur l'imagerie. Le lymphome cérébral primitif, pas de gros soucis de ce point de vue-là, à part, en fait, c'est pas très compliqué, mais c'est le plus piégeux, il ne faut pas sauter les 2 pieds dedans. Ce sera un tableau de patient immunodéprimé ou de patient voilà, qui est sous immunosuppresseur ou qui est VIH, et chez qui sera plutôt le tableau, le dossier de diagnostic différentiel avec la toxoplasmose cérébrale. L'IRM, c'est plutôt quelque chose de plus homogène, qui se rehausse de façon voilà, homogène et beaucoup plus joli. C'est pas un beau terme médical, je suis désolé. Et c'est un aspect un peu cotonneux. Et la localisation, elle est importante, c'est vraiment quelque chose qui est plutôt central, périventriculaire. Voilà. Là, c'est classiquement, vous voyez, c'est beaucoup moins hétérogène, mais ça se rehausse plus qu'une tumeur de bas grade. Et puis surtout, la localisation comme ça médiane, elle est assez caractéristique. Le piège de cette tumeur, c'est qu'il ne faut pas mettre de corticoïdes avant le diagnostic, parce que ça va, en fait, ça répond bien aux corticoïdes, et donc du coup, ça va enlever, ça va vous empêcher de faire le diagnostic. Il ne faut pas l'opérer, et la prise en charge, c'est la chimiothérapie des lymphomes, c'est un lymphome primitif cérébral, c'est de la chimiothérapie systémique à dose assez importante, qui va permettre de traiter ces patients. Donc lymphome cérébral, attention au diagnostic différentiel, terrain plutôt d'immunodéprimé, pas de chirurgie, pas de corticothérapie d'emblée, et puis prise en charge par chimiothérapie du lymphome. Les méningiomes. Les méningiomes, c'est une tumeur bénigne, c'est la tumeur primitive cérébrale la plus fréquente. En fait, c'est pas intracérébral, c'est une tumeur qui est extra-axiale, qui n'est pas dans le parenchyme, mais extra-parenchymateuse. C'est une tumeur qui est bénigne la plupart des cas, il y a quelques cas où ça pose vraiment problème, mais on va dire que c'est bénin. Et c'est plus fréquent chez la femme, il y a une petite hormonosensibilité, c'est pour ça qu'on arrête la contraception œstroprogestative chez ces patientes. C'est une lésion qui se voit à la TDM, et qui se voit surtout bien en IRM. La principale chose, c'est que ça prend extrêmement bien le contraste. Alors, à TDM, c'est spontanément très visible, et à l'IRM, ça prend le contraste de façon homogène. Ce qui est vraiment caractéristique, vous allez le voir sur la photo que je mets en exemple, c'est le raccordement en pente douce avec la méninge, et c'est surtout cet aspect en queue de comète qu'on va voir juste après. Ça peut être symptomatique quand on a des lésions, notamment au niveau du sinus caverneux, au niveau de la faute du cerveau. On peut en avoir pas loin de l'hypophyse et ça peut créer des symptômes.
Et l'imagerie peut suffire au diagnostic. Et donc voilà, c'est cette image qu'on voit à gauche sur le scanner. On la voit très bien spontanément, hyper visible. Et puis à droite sur l'IRM, eh bien, on voit cette queue de comète, cet raccordement avec la méninge. Donc ça, c'est totalement typique. Le piège, effectivement, c'est celui au niveau de la faute du cerveau, parce que on a l'habitude de chercher le méningiome en périphérie. On peut avoir un méningiome au milieu, parce qu'il est raccroché en haut à la faute du cerveau. Donc attention à ce petit piège. Donc les méningiomes, il faut l'opérer. Parfois, on les irradie, notamment quand ils ont déjà été multi-opérés. On irradie assez large sur la méninge parce que pour éviter qu'il y ait une récidive à côté de là où on a opéré. Et il faut arrêter la contraception stro-progestative ou le traitement hormonal de la ménopause qui sont des facteurs qui entretiennent le traitement. C'est plutôt un bon pronostic, le risque c'est la récidive. C'est une tumeur bénigne mais qui peut être très embêtante quand elle revient tout le temps parce que c'est les patients ou les patientes qui sont opérés de nombreuses fois. Et c'est une découverte qui est souvent fortuite sur des imageries. Attention à ne pas lui attribuer des symptômes neurologiques. Un patient qui a une convulsion fébrile, on lui fait le scanner cérébral et un méningiome. Voilà. Méfiez-vous, hein, ça ne donne pas de la fièvre et ça ne donne pas forcément de la convulsion. Des convulsions. Voilà, donc là on en a terminé pour les tumeurs cérébrales primitives. C'est la partie la plus longue parce qu'on a vu aussi leurs complications. Il y a une place centrale de l'IRM, mais qui, je vous rappelle, n'est pas la première intention quand on est face à l'exploration d'une complication. Le pronostic et la prise en charge, c'est vraiment selon l'histologie. Vous avez bien vu, les tumeurs gliales, les méningiomes, les lymphomes, c'est pas du tout la même prise en charge, c'est pas du tout les mêmes mises en évidence, diagnostics, etc. Et puis il ne faut pas oublier la prise en charge des symptômes, enfin des complications surtout. Et voilà, regardez la partie sur les tumeurs gliales et relisez bien la diapo parce que c'est ça qui est vraiment la partie quand même centrale de ce chapitre. Les tumeurs primitives de l'enfant. Bon, donc je vous rappelle que c'est la première tumeur solide de chez l'enfant. Et la plupart de ces tumeurs-là sont des tumeurs plutôt de bas grade et sont des tumeurs plutôt sous-tentorielles, c'est-à-dire plutôt localisées au cervelet. Ça fait comme principal risque de l'HTIC, de l'hypertension intracrânienne, et puis ça peut aller avec l'œdème assez rapidement comprimer le tronc cérébral. Et ça, c'est des tableaux qui sont catastrophiques chez les enfants. Donc c'est des tableaux qui peuvent être dramatiques, ou alors des syndromes cérébelleux chez un petit, c'est quand même assez compliqué. La particularité de la prise en charge de ces tumeurs, eh bien, c'est ce qu'on disait auparavant, c'est que quand vous allez irradier un jeune ou que vous allez l'opérer de façon assez importante, il est à risque d'avoir des séquelles à long terme, à la fois de la radiothérapie, ça va être des séquelles de type tumeur cérébrale secondaire comme on l'a vu, et ça peut être des séquelles cognitives ou endocriniennes, ou des séquelles à la marche ou autres. Donc ça c'est c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête dans un tableau, dans un dossier de cancer de l'enfant. Globalement, je vous ai mis, là on va récapituler rapidement les types tumoraux un peu spécifiques chez l'enfant. Le premier, on l'a déjà vu, c'est une tumeur gliale, c'est la seule tumeur gliale de grade 1, c'est donc l'astrocytome pilocytique et c'est volontiers en sous-tentoriel, volontiers du cervelet chez l'enfant. C'est la seule tumeur gliale bénigne, on l'a vu un peu plus haut, et donc ça s'opère. L'autre tumeur, c'est le méduloblastome. Méduloblastome, eh bien, il y a médulo dedans, donc vous le voyez. C'est une tumeur souvent qui est effectivement sous-tentorielle et qui peut aller faire des lésions dans le système nerveux central, notamment médulaire. Et ce sont des tumeurs dans lesquelles on va faire une irradiation très large, quasiment toute la moelle, avec une des toxicités hématologiques importantes. Méduloblastome, facile, ça s'attend à la moelle. L'autre type tumoral qui est important, c'est le craniopharyngiome. Je dirais que c'est peut-être celui sur lequel on va insister le plus. Le craniopharyngiome, c'est une tumeur qui est bénigne, qui est volontiers, typiquement, c'est dans, ça survient dans la selle turcique, ça fait des tableaux d'insuffisance hypophysaire. C'est à l'enfant ce que l'adénome hypophysaire est à l'adulte, si vous voulez. Ça fait des super dossiers. Ça fait des super dossiers de pédiatrie dans un retard de croissance, dans un retard pubertaire chez l'enfant. Il faut savoir rechercher des signes neurologiques, notamment des SIADH, voire des signes d'HTIC, pour aller éliminer ce diagnostic. Donc ça fait souvent des tableaux endocriniens, non pas parce que ça sécrète quoi que ce soit, mais parce que ça va aller comprimer les structures endocriniennes de l'enfant.
L'imagerie typique, c'est une composante multi-composante, à la fois kystique, charnue, c'est-à-dire tissulaire, et puis calcique. Et la prise en charge, c'est la chirurgie, parfois de la radiothérapie, mais on n'aime pas trop irradier l'enfant, j'espère que vous l'avez compris. Et puis la prise en charge de la compensation des déficits. Et donc un dossier de crânio-pharyngiome, c'est un pédiatre qui vous le posera. De toute façon, ceux qui font l'oncologie pédiatrique, c'est beaucoup des pédiatres. Mais voilà, ça fait des super dossiers. Donc ça, vous faites, pensez-y au crânio-pharyngiome, et ça fait des images comme ça, vous voyez, là classiquement au niveau pas loin de l'hypophyse, et puis donc une composante hétérogène avec les trois composantes que j'ai décrites avant. Crânio-pharyngiome, à mon avis, la plus importante des tumeurs de l'enfant. Il y a d'autres sous-types, vous les verrez dans les bouquins. Je trouve que ceux qui méritaient vraiment qu'on s'y attarde, c'est l'astrostome pilocytique, c'est le crânio-pharyngiome, et puis c'est le méduloblastome, juste pour vous signaler cette atteinte médulaire possible. Enfin, finalement, on le voit en dernier, mais c'est évidemment la chose la plus fréquente, ce sont les tumeurs cérébrales secondaires, les métastases cérébrales. Comme j'ai déjà dit, c'est les lésions cérébrales les plus fréquentes au niveau, c'est les lésions cérébrales les plus fréquentes. C'est plus fréquent que les primitives. Les cancers qui sont le plus à même à donner ces tumeurs-là, ces lésions cérébrales secondaires, ce sont les cancers du poumon, les cancers du sein, cancers du rein et les mélanomes. Si on veut quelques caractéristiques, se rappeler que le cancer du poumon, dans le bilan d'extension, on fait une IRM cérébrale, que dans le cancer du sein, c'est principalement les cancers du sein HER2+, qui ont une propension cérébrale importante. Et puis les mélanomes, les caractéristiques des métastases cérébrales du mélanome et du rein sont des tumeurs très vascularisées, sont donc des métastases qui saignent et qui sont volontiers diagnostiquées dans un tableau d'HTIC ou de symptômes neurologiques déficitaires. D'ailleurs, j'en profite, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé là, mais vous l'avez vu en neurologie, devant un hématome, devant un accident cérébral de type hémorragique, on fait une surveillance des imageries parce que souvent ça révèle une lésion secondaire cérébrale sous-jacente. Et vous saurez que celle qui saigne fréquemment, c'est le mélanome et celle de cancer du rein. Ça peut très bien être les autres, mais ça c'est vraiment les plus typiques. Et donc un dossier d'abord on s'en va vers un AVC et finalement c'est un saignement, ça peut très bien finir sur quelques questions d'oncologie générale, sur la prise en charge d'un mélanome, sur la prise en charge d'une lésion secondaire cérébrale. Donc voyez venir ces choses-là. Ayez le réflexe de recontrôler un hématome intracérébral que vous n'avez pas identifié de cause spécifiquement. Les lésions secondaires cérébrales, elles sont plutôt en hypo T1 et hyper T2, elles prennent le contraste souvent de façon périphérique en cocarde, et puis il y a souvent beaucoup d'œdème et d'effets de masse sur les structures adjacentes. C'est témoin pour que le cancer primitif aille faire des lésions secondaires en intracérébral, c'est qu'il est assez agressif. Voilà des images typiques. Donc ça, c'est le cas où on a plein de lésions cérébrales, et là, il n'y a pas trop de doute, si ce n'est les diagnostics différentiels infectieux. Ça, c'est un peu plus piégeux, c'est une lésion cérébrale secondaire qui pourrait aller aller faire le diagnostic différentiel avec une lésion primitive de type glial, avec de l'œdème, un petit peu hétérogène, etc. Et effectivement, les diagnostics différentiels, eh bien, il y a les abcès cérébraux, et là, le radiologue, comment il se guide? Il se guide avec le mot-clé. Le mot-clé de l'abcès cérébral à l'IRM, c'est la restriction d'ADC, ce qui correspond à un hypersignal en diffusion. Et ça, c'est plutôt en faveur des abcès cérébraux. Donc restriction d'ADC, je ne sais pas s'il faut le connaître, mais au moins vous en avez entendu parler. Les autres diagnostics différentiels des métastases cérébrales, eh bien c'est les autres tumeurs cérébrales, on l'a vu sur l'imagerie juste avant, notamment les gliales, surtout quand c'est une lésion secondaire unique, mais parfois les glioblastomes peuvent être multifocaux, donc il peut y avoir deux lésions, une grosse lésion, une petite lésion à côté, donc attention de ne pas se faire piéger. Et ça, c'est la biopsie qui va faire le diagnostic différentiel. Il y a les granulomatoses, il y a les AVC, et puis il y a certaines maladies démyélinisantes, notamment la CEP, qui font des formes pseudo-tumorales. Donc tout ça, c'est les pièges, notamment devant des lésions cérébrales, avec une prise annulaire, une prise de contraste de façon annulaire. Donc la prise en charge, eh bien, il faut pas se précipiter sur la biopsie. Quand vous voyez une lésion secondaire cérébrale, soit c'est elle qui vous fait faire le diagnostic. Dans ce cas-là, il faut d'abord aller faire une imagerie corporelle, un scanner ou parfois même un TEP scanner pour aller rechercher un primitif. Et dans ce cas-là, on va aller chercher à biopsier la lésion la plus accessible. Une métastase hépatique, une lésion pulmonaire, etc. Soit le primitif est connu,
Dans ce cas-là, si c'est un tableau typique, on n'a pas besoin d'aller reprélever cette lésion. Et donc c'est vraiment quand on ne retrouve pas de primitif ou que le reste des lésions tumorales sont stabilisées, etc., qu'on va aller se poser la question d'aller biopsier. La prise en charge, la prise en charge elle va dépendre de si le patient est symptomatique ou non. Mais la plupart du temps, on va aller discuter la chirurgie, la radiothérapie, l'un ou l'autre, ou les deux. La radiochirurgie. Et parfois, on peut faire l'irradiation encéphalique en totalité quand il y a trop de lésions, ou alors même en préventif, et ça c'est dans le cancer pulmonaire à petites cellules, où on peut aller faire des irradiations prophylactiques pour éviter la survenue de lésions cérébrales secondaires. Il faut bien sûr pas oublier, quand on fait cette prise en charge-là, de faire la prise en charge du primitif, et puis de faire les traitements symptomatiques, puisqu'une lésion cérébrale secondaire peut avoir les mêmes complications qu'une primitive, et donc c'est ce qu'on a vu précédemment. L'objectif, il est extrêmement rarement curatif. D'ailleurs, il n'y a quasiment aucun cancer où c'est curatif. Peut-être les tumeurs germinales, peut-être maintenant les mélanomes avec l'arrivée des immunothérapies, mais c'est extrêmement curatif. C'est avant tout de stabiliser parce que les chimiothérapies, les traitements systémiques d'un cancer, ils ont parfois, assez souvent, du mal à passer la barrière hémato-encéphalique. Donc il faut stabiliser par les traitements focaux et puis sa visée symptomatique. Et je vous rappelle que le pronostic des lésions secondaires cérébrales, il est assez catastrophique, même s'il y a des innovations thérapeutiques assez importantes. Ça reste témoin d'un cancer avancé. Ça reste à risque de saigner, de faire des complications, et donc c'est vraiment un tournant dans l'évolution des patients, hein. Donc pas de biopsie systématique dans les lésions cérébrales secondaires. Attention au diagnostic différentiel, ne pas aller se précipiter. Notamment si il se chauffe, il vous faut un dossier d'un cancer chez un immunodéprimé, pensez au diagnostic différentiel. Et puis traitement focal pour avisée symptomatique et de contrôle local, traitement systémique pour traiter le cancer dans le reste, et puis traitement symptomatique des complications, et puis de tout le reste. De toute façon, en oncologie, les soins de support, c'est quelque chose qu'il faut ne jamais oublier. Vos références pour ce chapitre-là, c'est encore une fois un chapitre à la croisée des chemins, et donc c'est traité à la fois en cancérologie, parce que il y a les oncoradiothérapeutes et un certain nombre d'oncologues qui traitent les lésions cérébrales. C'est aussi pris en charge par les neurologues, et donc c'est dans le collège de neurologie. Et puis une source qui est importante, c'est le collège cette fois-ci des enseignants de réanimation, pour la prise en charge notamment de l'épilepsie, de l'HTIC, parce que c'est des prises en charge qui sont assez complexes, dont les recommandations changent assez fréquemment. Et voilà, donc là, il faut bosser un peu, regarder cet aspect-là, et c'est vraiment leur spécificité dans chacun des bouquins pour vous faire une idée globale sur ce chapitre. Encore une fois, c'est un chapitre qui est assez complexe si on l'aborde si on n'essaie pas de séparer les sous-types. Finalement, quand on sépare les sous-types, c'est pas très compliqué. Il faut retenir les grands messages clés de chacun des sous-types. Voilà, donc n'hésitez pas à revenir sur les points de la vidéo si c'était pas clair. Et n'hésitez pas à poser vos questions dans la plateforme dédiée. J'y répondrai avec grand plaisir. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.